Magat, merci d'être avec nous. Alors, j'ai regardé un peu vos TED Talks, j'ai regardé un peu toutes les conférences que vous avez données au cours des dernières années, et vous représentez vraiment la nouvelle génération d'Africaines qui souhaitent changer la vision que les Occidentaux ont de l'Afrique, mais qui souhaitent aussi changer les Africains eux-mêmes, leur mentalité. Et vous parlez du American Dream, mais vous souhaitez aussi avoir un African Dream. C'est un méchant défi, là, quand même. C'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'y prend pour changer les mentalités? Pour changer les mentalités, par exemple, je pense que c'est, en tout cas en Afrique, ce que j'ai trouvé marche vraiment bien avec les gens, c'est d'essayer de leur expliquer, en fait, pourquoi est-ce qu'on est dans la situation dans laquelle on est actuellement. Et vraiment de leur donner le bon diagnostic. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que la plupart des personnes ont le mauvais diagnostic par rapport à la raison pour laquelle l'Afrique est vraiment pauvre. Donc, vous allez demander à telle personne pourquoi l'Afrique est pauvre, on va vous répondre. Ça va vraiment du tout au tout. Hein. Ça va de ils n'ont pas un très grand quotient intellectuel. Le QI n'y est pas. On entend les gens dire ça. Et il y a des gens aussi qui le pensent, même sans le dire. D'autres, il n'y a pas assez d'éducation. D'autres, la malnutrition. D'autres, le manque d'accès même à l'eau potable. D'ailleurs, ce que je dis, c'est pas, je ne l'invente pas. Si vous regardez les objectifs du millénaire, aujourd'hui on appelle ça les Sustainable Development Goals, SDGs, c'est 17 goals. Vous avez vu les 17 goals, ce que c'était? Non. La plupart des goals, ce sont tous pratiquement des raisons de la pauvreté. Mais donc ils vont vous dire, d'ici, je ne sais plus quelle année, on veut vraiment régler tous ces problèmes-là. La pauvreté, c'est un camp, c'est un goal. Après, accès à l'eau potable. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est qui n'a pas accès à l'eau potable? Parce que mes amis, même au Nigeria, qui ont beaucoup d'argent, ils font venir des bouteilles qui viennent d'eau de Fidji. Donc, c'est pas la personne qui a les moyens, elle peut faire. C'est pas son problème, l'accès à l'eau potable. Un autre goal, c'est la malnutrition. On veut que tout le monde soit bien nourri. Les gens ont accès aux bons nutriments. C'est qui n'a pas accès à ce genre de choses aujourd'hui? Les gens qui sont pauvres. Donc le fait qu'en fait, on s'amuse à approcher ce genre de problèmes comme des causes, alors que ce sont juste quoi? Des conséquences de la pauvreté. Donc vous voyez tous les préjugés finalement. Tous les préjugés sont là. Alors donc ça fait que quand vous parlez à un jeune Africain, même lui ou elle a aussi assimilé toutes ces raisons. Donc son rêve à lui n'est pas de rester en Afrique finalement. Non, parce qu'en fait, on a oublié c'est quoi le problème et donc c'est quoi la solution. Alors quand on explique comment est-ce que je fais ça, c'est que j'explique aux gens pourquoi est-ce qu'on est pauvre. On est pauvre parce qu'on n'a pas d'argent. Une personne est pauvre parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent pour subvenir ses besoins parce qu'elle n'a pas de source de revenus. Une source de revenus pour la majeure partie d'entre nous, c'est quoi? C'est un emploi, n'est-ce pas? Ces emplois viennent d'où? Ça vient des business, ça vient du private sector. Et surtout, ça vient des small and medium-sized enterprises. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on ne devrait pas se demander donc, si ça vient des emplois, ça vient des business, donc c'est quoi ce climat? Parce que pour toute chose qu'on veut voir fleurir, et éclore, et s'épanouir, on a besoin d'un bon terreau fertile. Et donc, c'est quoi le climat des affaires? Parce que c'est ça le terreau pour un business, c'est le climat des affaires. Et donc, quand on regarde ça, on s'aperçoit moi en tout cas, il y a deux indices que j'utilise toujours. Il y en a un, c'est le Economic Freedom of the Fraser Institute, et l'autre, c'est le Doing Business du World Bank. Et j'aime bien utiliser celui-là parce qu'en général, le World Bank, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, en général, on s'accorde à dire que on est d'accord sur ce qu'ils vont dire. Alors, mais ces deux indices-là disent la même chose. On regarde la carte du monde et on s'aperçoit que donc, ce sont des indices qui mesurent à quel point il est facile ou difficile de créer et de manager un business n'importe où dans le monde. Et on s'aperçoit que l'Afrique est la région la plus régulée au monde. Donc, c'est en Afrique qu'on a le terreau le moins fertile pour créer des business. Et vous en avez créé justement? Oui, et moi je le vois parce que c'est ça. Donc, ce que les PhD, tout ce que ces économistes-là ont mesuré et qu'ils ont vu, moi je sais primo ce que ça veut dire. Quand il vous dit, parce que par exemple le Doing Business, il y a 10 indicateurs qu'ils regardent,
Un des indicateurs même, c'est l'accès à l'électricité, des choses comme ça. Par exemple, la dernière société qu'on a, il a fallu qu'on crée un laboratoire parce qu'on est cosmétiques. Et à ce moment-là, donc, il faut l'électricité. Donc, même quand on crée des choses, quand vous créez quelque chose, vous savez, ici aux États-Unis, vous allez trouver un bureau quelque part, vous le louez. La plupart du temps, en Afrique, au Sénégal en tout cas, vous voulez même avoir un bureau à louer. En général, il faut aller peut-être même louer une ancienne maison. Elle n'est pas forcément finie. Donc il faut dépenser de l'argent pour la finir. Donc nous, il a fallu qu'on dépense énormément d'argent pour même construire le site, parce que c'est pas comme si vous aviez des laboratoires qui traînent ou même un site qui est facilement rénovable pour un laboratoire. Donc il y a toutes ces contraintes-là qu'on ne voit pas. Donc l'électricité, il fallait le faire venir. Donc on contacte la société d'électricité et donc on paye pour tout. Et on attend, ça fait des mois qu'on attend. Et normalement, sur le papier, ça va prendre 2 semaines, ils vont arriver. Non, c'est pas de vous faites justement un business qui est déjà implanté aux États-Unis, que vous souhaitez amener la production du côté du Sénégal. C'est une compagnie qui s'appelle Thiosan qui est en cosmétique. Et la deuxième, Skinny Skin. Et donc, en principe, vous voulez évidemment créer de la richesse, créer ces emplois, investir évidemment dans la région et au Sénégal. Mais comment vous faites pour avoir des employés, pour les faire travailler? Comment on fait, c'est ça. Dans le cas de cette électricité, je passe ma commande, ça prend des mois, la constructeur revient bredouille, donc à un moment j'y vais moi-même. Donc chaque fois qu'elle y va, qu'elle revient, moi c'est de l'argent que ça nous coûte, n'est-ce pas? Donc j'y vais finalement, et puis il me dit, vous voyez là sur la table, vous avez vu toutes les feuilles là, il y a une grande pile. Puis il me dit, chaque feuille est une demande individuelle. Et il me dit, vous en voyez combien là? D'après la pile que j'ai vue, il y en a peut-être 250, 300. Et il me dit, et chacune de ces demandes aura besoin d'un... Comment on appelle ça? D'un compteur. D'une approbation. D'un compteur. Et regardez, ça c'est les compteurs que nous avons. Je regarde, il y avait 3 compteurs. Donc 3 compteurs pour peut-être 250 ou 300 demandes. Mais je ne vais jamais l'avoir, mon électricité. Alors je lui explique, je rentre, c'est dans toute mon pouvoir de persuasion. Et il doit se dire, si je ne lui donne pas un compteur, elle va rester là jusqu'à demain, c'est pas possible. Alors il me donne le compteur et je repars. Et après il me dit, oui, mais vous allez devoir avoir votre propre technicien. On a déjà payé pour le technicien par rapport à la demande qu'on a passée. Donc c'est vraiment de la réglementation, des obstacles constants finalement. Voilà, donc je vais passer très vite. Alors ça, l'électricien qu'on avait déjà payé. Après on arrive, ils me disent oui mais on n'a pas le bon pick-up truck parce que ça va être un long câble, donc il nous faut que ça vienne sur le rouleau pour le pick-up truck. Je demande à mon ami maire, le maire de la ville, il nous prête son pick-up truck. Après ils disent oui mais on n'a pas d'échelle. Je demande à mon ami maire qui va à la mairie, on a l'échelle. Donc plein de problèmes comme ça. Donc ça c'était des problèmes. Un autre, les ingrédients qu'on n'a pas sur place, parce que peut-être que c'est peut-être pas au standard, ces ingrédients-là, quand je dois les importer, ils sont à 45%. Ils sont taxés à 45%. Et nos senteurs naturelles qui viennent de France, fait sur mesure pour nous, et eux, ils sont taxés à presque 70%. Parlons des employés. Alors, vous savez que par rapport à mes employés, donc il faut savoir que chaque corps de métier, je ne sais pas si ça se fait comme ça au Canada, chaque corps de métier a passé une convention avec l'État. Ça veut dire quoi ça? Et nous, on appartient par exemple au corps de métier, le commerce. Donc, on est régi par la convention du commerce. Ça veut dire quoi? Et attendez, cette convention du commerce, vous savez de quand elle date? De 1957, avant les indépendances. Et elle dit quoi cette convention? Elle dit que, par exemple, chaque emploi dans le corps de métier a une particularité bien spéciale. Donc, selon le titre même que vous donnez à votre employé, ça va lui faire tomber dans un bracket bien spécial de tarifs. Vous avez dit justement quelque chose dans un des TED Talks qui m'a fait sourire. Vous avez dit « If I can't fire you, I will not hire you ». Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc tout ça, l'État, selon le titre que vous donnez à l'emploi que vous donnez à votre employé, selon le diplôme, le niveau de diplôme que cette personne-là a, tout ça, ça fait qu'il y a un tarif bien spécifique, une fourchette dans laquelle je dois être par rapport au salaire. Donc c'est l'État qui décide de ce que du salaire qu'on va avoir entre les deux. Et pour débaucher quelqu'un, il faut passer, en général, souvent la personne peut vous emmener au prud'homme. Je ne sais pas si vous avez ça au Canada. Mais vous voyez comme tout ça, c'est copié direct sur la France, les prud'hommes.
Les prud'hommes. Pour chaque année que je vous ai embauché, je vous dois 1 mois presque de salaire à un certain moment, quand ça commence à se cumuler et tout. Donc en gros, moi j'appelle ça, je suis mariée à mon employé. C'est pour ça que je dis, ça c'est comme si par exemple vous allez vous marier à votre dulcinée, mais qu'on vous dise, ah ben attention, vous allez vous marier avec elle, mais si jamais il y a un moindre problème et que vous deviez divorcer pour une raison ou pour une autre, ça va vous ne pouvez pas divorcer. Est-ce que vous vous mariez au premier plan? Mais ça coûte cher à la base. Ouais. C'est ce qu'on va nous dire. Sauf que, Au Québec, ça s'appelle le patrimoine familial. Il faut donner 50% de vos actifs. Voilà, mais là, c'est même pas que c'est... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, si le système est tel que je ne peux pas vous débaucher, je ne vais certainement pas vous embaucher en premier lieu. Et donc, ça donc, dans le fond, il y a tout un travail d'éducation à faire, voilà. De valorisation de l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment, ça fait pas partie de la culture et de la mentalité africaine. Non, ils veulent valoriser l'entrepreneuriat. Et ça va par exemple par rapport à ce que je vous dis donc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, souvent, je parle à des gens qui n'ont jamais fait le lien. Quand je vois une femme d'un certain âge, une dame qui peut être ma maman ou qui peut être ma grand-mère, et qu'elle est là et qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps, la pauvre, vraiment, de braves femmes, pleurait toutes les larmes de son corps parce que son fils est décédé en mer en ayant pris une pirogue pour essayer d'aller en Europe pour trouver un emploi. Ou alors un jeune de 25 ans qui n'a aucun espoir, qui lui reste de jamais avoir un travail correct et de pouvoir nourrir sa famille. Quand je parle à ce jeune-là, et quand je parle à cette dame-là, et que je leur dis, mais madame, il faudrait que vous m'aidiez à vraiment promouvoir le doing business, elle me dit, oh ma fille, ma pauvre, mais qu'est-ce que tu veux que je m'embête avec ça? Ça n'a rien à voir avec moi, ça. Ça, c'est pour les sociétés étrangères qui vont venir ici, ils leur déroulent le tapis rouge. Moi, c'est quoi ça? Moi, tu vois, ma place de marché, là, c'est ça que je dois m'occuper de ça. C'est ça qui va me nourrir. Ils sont résignés, c'est un peu ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Cette dame-là n'a pas compris le lien entre ce terreau fertile et ces sociétés qui auraient pu créer l'emploi pour son fils. Ou ce jeune de 25 ans n'a pas compris le lien entre ce terreau fertile qui est le doing business, climate, et cet emploi qu'il aurait pu avoir et pouvoir rester chez lui. Et ça, c'est ça le problème. Par contre, j'ai vu que quand on commence à expliquer ça aux gens, mais là, il faut voir la transformation même physique. Moi, je l'ai vu. Parce que, par exemple, mes employés, l'équipe que j'ai actuellement, j'explique pourquoi je fais ce que je fais. Et quand j'ai fini d'expliquer ça, il y a une de mes employées, elle a 26 ans, elle n'a jamais eu d'emploi. Avant nous, jamais eu d'emploi. D'ailleurs, il y a un film sur YouTube qui est available, ça s'appelle Made in Make, et ça vous donne un peu le background de ce qui se passe et ce qu'on fait actuellement. Et cette fille, dans le film, elle disait, avant Magat, moi, mon objectif dans la vie, c'était j'étais à la maison, j'attendais un mari. J'aurais jamais cru que je pourrais subvenir à mes propres besoins avec mon propre travail. Une autre aussi qui disait, j'aurais jamais cru qu'un jour, je sortirais de chez moi le matin avec mon sac en me disant que je vais au travail. Jamais j'aurais cru que ça, c'était pour moi. Nous, on cuit à la maison, on sert tout le monde, c'est ça, et puis on attend un mari. Alors cette fille de 26 ans, Yahara, quand j'ai commencé à expliquer tout ça, pourquoi effectivement on est pauvre, cette relation entre le doing business, les jobs, tout ça, et puis pourquoi on en est là aujourd'hui, et surtout comment on peut s'en sortir, alors elle a commencé à pleurer. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, tu sais, je pleure parce que jusqu'à présent, parce que depuis que je suis née, à chaque fois que je regarde un magazine, que j'ouvre un magazine, que je regarde un film, tout ce que je vois, c'est tout le temps moi, moi l'africaine, la petite fille, la fille noire, l'africaine, on est toujours représentés comme des êtres pathétiques qui sont incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes et on a toujours besoin de l'aide des autres. Moi, je vois toujours qu'on nous apporte des vêtements usés. Moi, je vois toujours qu'on nous apporte de l'eau potable. Moi, je vois toujours qu'on est toujours en train de parler de maladies qu'on a et qu'il nous faut que quelqu'un nous apporte des vaccins. Et puis elle m'a dit, tu sais, il y a un moment, je crois que ça fait très longtemps, je me suis résignée à croire que peut-être que nous, en fait, finalement, nous les Africains, finalement, on est peut-être des êtres inférieurs. Donc, c'est ce que vous tentez de faire, de renverser un peu cette tendance, qui est évidemment extrêmement difficile, de valoriser, bien sûr, tout ce qui est entrepreneuriat, mais le capitalisme est comme outil essentiel contre la lutte à la pauvreté. C'est ça. C'est ça. À quel moment vous avez cristallisé, vos opinions se sont cristallisées? Parce que j'entendais dans un de vos TED Talks que vous n'étiez pas du tout de cette tendance-là il y a quelques années. Donc, j'étais pas du tout de cette tendance-là. À quel moment vous avez vraiment cliqué et vous dire, bon ben là, vraiment, ne nous aidez plus, investissez, ça va peut-être régler le problème, là, mais arrêtez de nous donner de l'argent et arrêtez de nous donner des vêtements usés. C'est marrant que vous posiez cette question parce que c'est très lié à ce qui m'a fait changer de vision. Mais juste pour finir avec Yahara, elle dit, mais c'est pas pour ça que je pleure. Et je lui dis, mais pourquoi tu pleures alors? Elle me dit, c'est parce que maintenant, je sais que c'est pas vrai. Et donc ça, c'est le changement qu'on est en train de faire actuellement sur le terrain.
Quand on montre aux gens, quand on leur donne le bon diagnostic de la chose et qu'ils comprennent que finalement le problème c'est pas forcément eux, mais qu'il y a cet autre truc qui est voilà et qu'on explique tout ça. Donc ça fait que les gens commencent à changer. Parce qu'avant elle partait de victime, maintenant elle est plus victime. Elle se dit non, moi ce terreau-là il faut qu'on y bosse. Et donc moi l'objectif c'est ça, c'est que la vieille maman qu'elle comprenne ça et que le jeune comprenne ça. Maintenant, quand est-ce que j'ai changé d'avis? Parce que j'ai toujours, parce que finalement j'ai un parcours intellectuel où en fait j'ai commencé à la gauche de la gauche plutôt. J'étais pas encore communiste mais presque. Et en fait, je crois que aux États-Unis, en étant aux États-Unis durant les premières années, je réfléchissais pas trop à tout ça. Vous savez, moi j'étais dans la Silicon Valley, tout allait bien. Voilà quoi. À l'âge de c'était quoi 25 ans, déjà à l'âge de 22 ans, je gagnais suffisamment bien loin des six figures. Et, vous étiez privilégié, quoi. Très privilégié. Et j'avais énormément bossé pour, mais bref. Et je commençais quand même à me poser des questions. Et je crois que c'est dû au fait que j'étais dans la Silicon Valley. J'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé surtout à être vraiment impressed et attracted par le côté entrepreneurial qui m'entourait. Ce concept de on the back of a napkin, two people can come together, create an idea. Vous savez, à la crèmerie ou des choses comme ça, et puis tout d'un coup, ça devient une idée, quoi. Ça devient du réel. Ça, déjà, ça avait commencé à vraiment m'impressionner. Et puis en même temps, c'est quand j'ai commencé à voir ce genre de choses, et puis en même temps aussi, j'ai eu une grosse crise existentielle, où j'arrivais plus du tout à réconcilier le fait que la vie me donne tellement de life is so abundant. I'm living a life of abundance. Et je compare ça à la life of scarcity que les gens à la maison ont. Et il y a un moment où j'arrivais plus à vivre avec moi-même en fait. C'était pas de ma faute. Le problème c'est que quand vous vivez avec un pied ici, un pied là-bas, à moins que vous soyez complètement schizophrène et que vous arrivez complètement à être là à 100% et là-bas à 100% et switch back and forth, il y a un moment où ça disjoncte là-haut. Et c'est ça qui s'est passé pour moi. Il y a un moment, ça a vraiment littéralement disjoncté. Il y a un moment où j'étais plus tellement sûre de la raison pour laquelle j'étais ici. Et surtout, je crois que c'est cette peine que je pense qu'elle a dû être refoulée par toute mon enfance, que je voyais pas forcément, qui quelque part est remontée. Qui se transforme un peu en frustration après avec l'âge quand on comprend un peu voilà, de tout ça. Voilà, et je comprenais même pas encore. Ce qui s'est passé, c'est que par contre, ce que je voyais entre ce fait là où je me dis, mais pourquoi est-ce que nous on en est là où est-ce qu'on est? Et par contre ici, je vois tous ces gens-là, ils sont capables de créer toutes sortes de choses. Et puis alors moi, je me suis mise aussi à vouloir créer. Je me suis mise moi aussi à vouloir créer. Et c'est là que j'ai commencé à voir plein de mes amis qui effectivement étaient tous du côté du left. Et non, moi mes amis c'est Berkeley quoi. C'est Santa Cruz. Yeah. Et cette résistance que je voyais souvent, que je vivais souvent, où j'avais l'impression que certaines personnes étaient plus confortables avec des gens comme moi, qui se positionnaient plus comme une victime, que quelqu'un qui voulait tenir les rênes. Et comme de toute façon c'est pas en moi ça d'être une victime, vous pouvez imaginer facilement que ça commençait à créer des clashs. Alors je comprenais pas trop tout de suite ce qui se passait, parce que moi à l'époque, vous savez, je vivais carrément dans ma bulle de progressif. Hein? Donc dans cette bulle-là, on nous dit que Karl Rove est un grand méchant, on nous dit que les républicains sont des grands méchants, on nous dit que les seules personnes qui sont là pour nous, c'est les gens de gauche. Et que surtout en tant que femme et en tant que noire et en tant que voilà tout ça, j'ai surtout pas intérêt à les traîner de l'autre côté. Parce que c'est des gens qui m'aiment pas. Et en même temps, c'est vrai que quand on regardait de ce côté-là, il y a certaines personnes, ce qu'elles disaient, on avait l'impression que tout était fait pour faire dire vrai les gens qui me disaient ça de ce côté-là. Et en même temps, je vous écoute puis je vous amène un peu sur Bono. Tout le monde connaît Bono et tout le monde connaît un petit peu les mantras traditionnels de Bono pendant des décennies. Ils ont tous été à ce niveau-là. Mais c'est ça, mais à ce moment-là, comment vous avez traversé toute cette époque-là, le fait qu'il soit allé publiquement dire que bon, le capitalisme, il fallait que ça ait sa place, que l'entrepreneuriat allait sauver des vies, sortir l'Afrique de la pauvreté, qu'il avait lui-même eu ce déclic. Est-ce que vous avez un peu des anecdotes à nous raconter par rapport à cette période-là? Ouais. Je crois que ce qui s'est passé avec Bono, et je l'ai senti, parce qu'en fait, en août 2007, on était tous à TED Global. C'était le first TED Global en Afrique, à Arusha, en Tanzanie. Et moi, je suis une TED Fellow.
En fait, je fais partie de la première classe des fellows. C'était la première fois que TED avait commencé à faire des fellows. Et donc, je fais partie de la première classe des TED Fellows. Et donc, moi, avec plein d'autres jeunes, on nous a tout frais payé, tout ça. On nous a envoyé à Richard, on nous a offert des MacBook Pro. Enfin, on était vraiment gâtés. Il y avait Larry Page, il y avait Sergey Brin, il y avait tout le monde. Bill Gates était là, tout le monde était là. Et il y avait Bono, mais je ne savais pas qu'il était là. Et donc, j'étais dans la salle, donc je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont été à TED, mais quand les séances commencent, il n'y a qu'une grande salle. Et quand les séances commencent, une fois qu'elles commencent, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer. On est là, on n'est pas là. C'est très discipliné. Et donc, il y a un des intervenants qui intervient, George Aïté, un Ghanaian economist, et qui commence à intervenir. Et tout d'un coup, il se fait huer depuis la salle. So somebody's heckling this guy. Non, c'était Mwenda, c'était Andrew Mwenda. Mais Georges Aïté, je vais aussi vous raconter son truc. Donc, Andrew Mwenda, lui aussi, c'est un économiste qui passe sa vie, Mwenda, pas tout le temps en prison. Il rentre, il sort de prison, vous savez comment c'est en Afrique, dans certains de nos pays. Parce qu'il défend notre côté. Et tout d'un coup, on entend quelqu'un commence à le huer. La personne qui le hue, et vous êtes là, moi je suis assise là, la personne qui le hue est là. Et donc tout le monde regarde, moi y compris je regarde. Qu'est-ce que je vois? Bono. C'est Bono qui est en train de huer la personne qui parle. Quand même un Africain qui est sur le podium et qui est en train de dire à tout le monde que aid, forget it. On a besoin de, c'est trade, c'est plein de choses comme ça. Donc vraiment, c'est un free market aussi, Andrew Mwenda. Et Bono était furax. Et j'ai vu, mais ce TED-là, c'était tellement, c'était tendu. Et moi, c'était la première fois, je crois, que dans mon corps, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que la façon dont je me sens vis-à-vis de tout ça, je ne suis pas la seule. Et c'est là, en fait, que ça s'est cristallisé pour moi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, je crois que Bono, c'était la première fois, parce qu'il fallait voir. C'était un Africain après l'autre, un Africain après l'autre. C'était comique de le voir. Pratiquement tous les Africains qui montaient sur le podium, qui avaient un talk, ils étaient « on ne veut plus du aid ». Et pratiquement toutes les personnes non noires qui montaient sur le podium étaient encore à s'accrocher à l'aide. Et on sentait cette tension. Et nous, les jeunes Africains, là, on nous appelle les cheetahs, on était comme ça. Et nous aussi, on était des gens qui en veulent. Moi, j'avais déjà commencé à j'avais créé ma première société, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils m'avaient trouvé et qu'ils m'avaient emmené là-bas. Et on était vraiment, c'est ça. Et en plus, on avait des aînés à nous, dont Georges Aïté, qui disait la même chose. Lui, c'était un peu alors lui, c'était Georges, mais faut voir son talk. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est à voir. Bref, et je crois que Bono, là, il a vu pour la première... Parce que vous savez, d'habitude, il est habitué à parler à qui? Exact. C'était pas la il est habitué à parler à des gens qui, soit nos leaders corrompus, là, qui ont encore faim de encore plus d'aide, parce que ça va leur acheter encore un château supplémentaire dans le sud de la France ou je ne sais où, et puis qui sont là à dire « Ah bah oui, ouais, on a besoin de plus d'aide, ou alors il est en train de parler à des gens des ONG qui, elles aussi, pour des raisons plus ou moins similaires, sont accrochées aux mêmes choses, parce que c'est toute une industrie, cette histoire. Je ne sais pas si vous avez vu Poverty Inc., c'est à voir. C'est toute une industrie, cette histoire. Alors, on a une industrie qui s'est créée, qui vaut plusieurs milliards de dollars, certains même disent peut-être des trillions, une industrie où, si les gens qui sont pauvres ne sont plus pauvres, tout s'écroule. Mais comment on fait? Alors, donc Bono était habitué, moi, en tout cas, ça, c'est mon analyse à moi. Donc, je vais être gentil avec Bono, c'est mon analyse à moi. Je crois que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que jusqu'à TED Global, qui n'avait jamais eu lieu avant, il n'avait eu affaire qu'à des gens qui, pour des raisons quelconques et diverses, disaient toujours « pas de problème, bring it on ». Et aujourd'hui, et là, ils se retrouvent par contre confrontés à des gens qui sont nous, voilà quoi, moi je veux que mon Afrique avance. Moi, j'ai pas, l'aide, ça n'a aucun intérêt pour moi. Je veux dire, on est des gens qui pensent autrement, qui veulent autre chose. Et là, il a été confronté à une autre vision de voir les choses. Et je crois que il a résisté. Son premier instinct, c'était de résister. C'est pour ça qu'il a fait du heckling. Les choses étaient tellement tendues qu'il a fallu d'ailleurs qu'il lui donne le podium l'après-midi pour qu'il puisse expliquer. Et là, c'est lui qui se faisait huer par les autres. Et moi, j'en faisais partie. On était là, non, n'importe quoi, voilà, c'était des choses comme ça. Et je crois que Bono, il est ressorti de là, il était sonné. Il avait des sacrées égratignures, sacrées, mais il ne pouvait pas l'ignorer.
Il ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé là. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il a vu là. Et d'ailleurs, 7 ans plus tard, c'est là où on a eu Bono qui a dit ce qu'il a dit. Et moi, je crois que c'est né à Arusha. En tout cas, Bono s'est dit, il y a une autre façon de penser out there. I need to look into this. Bon, c'est vrai qu'il n'est toujours pas très clair, mais au moins on sait qu'il a quand même bougé. Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis cette déclaration choc, en fait, depuis oui. Le fait qu'il a changé son fusil d'épaule? Là où les choses ont changé, c'est qu'au moins aujourd'hui, les gens commencent à parler d'entrepreneurship. Les gens commencent à parler du rôle du business. Mais là où moi je ne suis pas contente, bon, mon mari me dit toujours essaie toujours de m'apprendre le yes and rather than but. Alors je vais dire yes and. Oui, les gens commencent à parler de entrepreneurship, business, and they should now talk about, parce que si on est vraiment sérieux par rapport à la nécessité et au rôle du business, on doit vraiment maintenant commencer à regarder derrière. Quel est ce système? Quel est ce système qui est propice à l'entrepreneurship et au business? C'est quoi ce système? Et c'est là où on rentre dans des notions comme les marchés libres, le capitalisme, on rentre dans des choses comme ça. Donc, il faut encore, et moi je l'ai fait, cette route intellectuelle. Je commence ici, après je commence à me dire, mais peut-être que le business est mieux que l'aide, c'est mieux. Je ne dis pas que, j'ai même pas encore abandonné l'aide, je dis, peut-être que le business est mieux que l'aide. Après, non, c'est business. Après, I love business, I love business, I love entrepreneurship. Puis les 3/4 des personnes, je crois, s'arrêtent là. Et c'est ça c'est un gros problème. Alors, Bono, on est là. Je pense qu'il va faire le reste de la route. Et le reste de la route, la destination finale, je pense qu'il va être plus important aussi. C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que si on n'a pas ce système, on en a parlé tout à l'heure, si le système n'est pas là, il y aura toujours des outliers. Moi, je suis au Sénégal, je fais du business. Moi, j'ai été voir, par exemple, le Head of Customs pour négocier avec lui des tarifs. Donc, moi, je bénéficie de certaines choses. Mais c'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est que tout le monde devrait profiter de la même chose. Mais c'est quand même assez incroyable et je vous admire vraiment pour ça dans la mesure où il y a une certaine détermination parce que bon, vous avez été privilégié, vous avez bossé fort pour arriver là, vous avez vécu aux États-Unis, en Europe et aux États-Unis, vous êtes passé par la Silicon Valley. À un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, elle doit se décourager, elle doit se dire, écoute, aller au Sénégal et travailler et bosser tout ça pour des défis qui sont énormes et des challenges qui sont vraiment très importants, qui se font sur plusieurs années. Il n'y a jamais des moments de découragement où vous vous dites, finalement, il y a des moments je laisse tomber. Il y a des moments de découragement. Il y a 2 jours, il n'y a pas plus de 2 jours que... c'est mon mari qui peut vous dire tout ça. Quand je lui dis, mais j'ai l'impression d'avoir sacrifié ma vie pour rien. Moi, j'ai pas d'enfant aujourd'hui. Donc, je dis, j'ai sacrifié ma vie pour rien. Il faut penser à la petite de 26 ans. Oui, mais je sais, voilà. Donc ça, c'est pour vous répondre qu'il n'y a jamais de moment de découragement. Il y en a toujours. Par contre, la chose à laquelle je me raccroche, chez nous, on a une grande fresque que mon mari a créée pour moi. Et ça, c'est la chose qui vraiment me garde dans la course. C'est quoi? Il a créé une grande fresque pour moi, on en parle souvent. Et c'est les idées. The fact that ideas matter. Et maintenant, je comprends que les idées sont primordiales. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on a mis une charte sur notre mur. On voit certaines idées. Donc, les idées qui sont plus à gauche, le socialisme, où se trouvait le communisme, où se trouvaient toutes ces idées-là. Et on voit la courbe. Et surtout, vous voyez qu'avant qu'une idée vraiment soit maintenant devant, il y a 20 ans derrière, 40 ans derrière, il y avait quelqu'un ou un petit groupe qui commençait à pousser cette idée-là. Donc, j'ai compris que I'm playing the long game. Oui, en même temps, vous voyez aussi les résultats sur le terrain. On voit des résultats. Si le parcours est très difficile. On voit des résultats. Est-ce qu'il y a au niveau politique dans ces pays-là, il y a certainement des pays qui se démarquent mieux que d'autres. Est-ce qu'il y a au niveau politique justement des gouvernements qui sont plus ouverts à l'entrepreneuriat, qui sont plus ouverts à ces idées-là, sans parler trop de capitalisme? Ouais. Un gouvernement en Afrique, en tout cas quand vous regardez Doing Business par exemple, à part 5 États en Afrique subsaharienne, tous les autres États en Afrique subsaharienne sont au bas de la liste. On est tous là-bas en train de nager les uns avec les autres dans une grande mare de... voilà. Et donc sur ces 5-là, il y en a un qui surtout retient l'attention actuellement, c'est le Rwanda. Le Rwanda fait tout ce dont on parle. Et on commence à voir les résultats. Le seul problème qu'on a avec le Rwanda, c'est que comme le président du Rwanda est assez controversé, pour diverses raisons, qu'on ne va pas discuter ici,
Je sais que je me suis fait triper souvent pour avoir dit des bonnes choses du Rwanda et tout de suite, ah, t'es Kagame, donc le problème là, c'est qu'il est assez controversé et donc du coup, ça lui enlève un peu de sa possibilité d'être un rôle modèle pour les autres. Mais c'est pas grave. Ça cache un peu évidemment les bonnes politiques publiques. C'est ça, parce que tout de suite, de toute façon Kagame a construit tout son modèle sur Lee Kuan Yew de Singapour. Donc beaucoup de gens disent, de toute façon c'est it's an authoritarian, donc voilà. Donc il y a plein de choses qui font que on peut pas, il y a plein de gens qui veulent pas forcément le prendre en modèle et puis de toute façon ce qu'il fait, c'est parce que il vous cache tous les cadavres, des choses comme ça. Donc il y a plein de gens, on peut pas prendre ça en modèle, donc c'est compliqué. Par contre, je crois que le Ghana, c'est assez messy au Ghana. Mais le Ghana, là dernièrement, on vient d'entendre que le gouvernement vient d'annoncer 10 mesures pour rendre le climat des affaires beaucoup plus propice. Et ça, c'est un think tank qui est vraiment à la base de ça, que Atlas a financé. Imani Ghana. Donc on voit des choses, ça commence. Qui fut d'ailleurs à l'Institut économique de Montréal et qu'on a amené dans une cabane à sucre. C'est dans une cabane à sucre du Québec qu'il a eu son illumination. Wow. C'est vrai cette histoire. Entre deux oreilles de Christ. Oui. Wow. So it is happening. I am seeing it. So pendant que des gens comme nous, parce que tout le monde peut pas, on doit être là, on doit se battre, donc on continue à se battre et on sait que de toute façon c'est difficile, mais on commence à voir ça commence à vibrer là, ça commence à vibrer, on le sent. Donc même quand c'est difficile, moi c'est ça qui me garde dans le jeu, cette fresque des idées, comment ça marche et tout ça me garde dans le jeu. Donc au fond de moi, je suis quand même quelqu'un qui s'attache beaucoup aux faits. Je suis assez quand même, je suis faite d'émotions, mais j'utilise aussi beaucoup ma raison. Donc tous les indices nous disent quand même que ça va changer. Et il y a des gens qui travaillent sur des projets radicaux, y compris des gens comme mon mari qui crée actuellement ce concept de ville nouvelle au Honduras, où en fait l'idée c'est de d'imaginer un lopin de terre sur lequel il y a plus ou moins personne, 110 acres à peu près, c'est ce qu'a fait Dubaï, sur un lopin de terre qui n'a pratiquement personne dessus, et vous imaginez et il faut penser à la loi comme your operating software. Donc, what type of operating software do you have? Et we find out that most countries that are poor just have a bad operating software à travers leur loi. Donc, ce qu'ils ont fait, ils sont en train de faire comme Dubaï. Dubaï s'est dit 110 acres of land. Sharia law is not good for business. So we're going to think about British common law. So they retired a bunch of retired judges, from the British common law areas, and then they brought them to Dubai. They changed everything, and so basically, ce lopin de terre là à Dubaï obéit à des lois différentes que le pays de Dubaï. Et c'est ça qui a créé le DFIC. C'est ça. Et c'est ça qui a créé le DFIC. Et il y a un mois de ça, DFIC de Dubaï, le Dubai Financial International Center, est rentré dans le top 10 des DFIC, des Financial Centers in the world. Et ça a tellement bien marché, tout ça, Abu Dhabi en tant que copier. Mais aujourd'hui, ils se disent, est-ce qu'on peut faire plus, est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc ce genre de choses-là, on voit que ça marche. Et d'ailleurs, je travaille sur un projet comme ça, confidentiel, au Nigeria, où en fait, ce qui nous sauve, c'est qu'il se trouve que les gouverneurs de certains États, les gouverneurs des États ont beaucoup plus de pouvoir que l'État fédéral, au niveau national. Et donc, les gens travaillent quand même. Moi, je vois ce qui se passe dans le monde des marchés libres, il se passe des choses incroyables. Et donc ça donne vraiment, ça donne raison pour être optimiste. Oui, ça donne beaucoup d'espoir, évidemment. Absolument. Vous dites que vous faites justement beaucoup de travail sur le terrain. Votre modèle de réussite pour ces jeunes Africains, toutes les jeunes générations, est-ce que c'est d'exporter, parce que vous l'avez exporté, votre culture. Vous avez bâti 2 entreprises aux États-Unis, ou plusieurs entreprises aux États-Unis, mais toujours en ayant l'origine sénégalaise. Est-ce que c'est aussi important? C'est-à-dire, c'est ça que vous essayez d'inculquer c'est très important. Aux jeunes, d'exporter la culture, un peu comme les Américains l'ont fait. Oui, c'est très important, parce que c'est ce que nous avons, qui nous est proprement propre. Et deuxièmement, on se trouve quand même, ce serait bête de ne pas le faire. Moi, la clientèle qui m'intéresse, la clientèle dans laquelle je me spécialise, c'est ce qu'on appelle la clientèle LOHAS. LOHAS, c'est Life of Health and Sustainability. Ça, la meilleure manière de les imaginer, c'est la clientèle Whole Foods Market. C'est le genre de personnes qui, leur décision d'acheter un service ou un produit est régie principalement par une question d'éthique. C'est des gens qui
Les sociétés qui les intéressent, pour les qui les intéressent, c'est des sociétés qui ont adopté le modèle du stakeholder rather than the model of just shareholder. Donc, les manières anciennes de faire tout ce truc-là, toutes ces sociétés-là, c'est moi, my only stakeholder is my shareholder. Mes investisseurs, le reste, ça n'existe pas. Alors que les sociétés comme la nôtre, on a 6 stakeholders. C'est quoi? C'est mes employés, mes fournisseurs, mes clients, la communauté dans laquelle mon business évolue, l'environnement, et il y en a un 6e que j'oublie maintenant, mais bref. Avant de prendre une décision, il faut qu'il y ait un win-win-win-win-win between all of these. If not, it's a no-go decision. Donc c'est ce genre de société qui crée ce genre de produit qui intéresse le LOHAS. Et le LOHAS is the most aspiring customer in the world. Donc ces gens-là, c'est les gens que tout le monde copie. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nouveaux riches des pays anciens, de pays comme la Chine par exemple, et d'autres comme ça qui commencent à monter. Ils ont l'impression que de montrer son statut, parce qu'il faut savoir que tout est une question de statut pour plein de gens. Leur statut, pour eux, montrer le statut, c'est « Oh, je vais acheter du bling. I'm going to show my Chanel, I'm going to show mon Dior, I'm going to show mon Vice. » Mais ces clients-là, ils peuvent s'acheter 50 000 sacs Dior. C'est pas ça qui les intéresse. Ils préfèrent savoir « Mais que fait une Magat quel genre de sac elle a produit, qui parle de quelle histoire, qui est fait avec quelle tradition, et qui embauche et qui empower how many de jeunes filles qui ont 26 ans, qui n'ont jamais eu un travail avant, et qui le fait d'une manière où, même s'ils utilisent des pots, et ben c'est des pots qui viennent de Happy Cows. Voilà, c'est ça. C'est ce genre de clients-là. Et c'est là où va le monde. Et aujourd'hui, d'accord, toutes les marques Chanel et tout ça, ils ont l'impression qu'ils sont encore en... They're doing good because they're like, oh my God, we never sold much more. Mais je crois que dès que le nouveau riche de ces endroits, de ces pays-là commence à comprendre, il se dit, ah mince alors, le needle de statut a bougé, ils vont tout de suite bouger aussi. Et donc nous on prépare ça. Déjà ça existe. Hein. C'est des gens qui spend $500 billion a year on these type of products. Pascal, je me demandais peut-être si on pouvait permettre aux Oui, invités de poser des questions. Conclure, oui, bien sûr. En fait, juste une petite conclusion rapide, Magat, vous avez vous êtes bilingue, parfaitement bilingue, c'est un atout absolument incroyable pour votre continent, pour votre pays, le Sénégal et tout. Je me demandais, vous n'avez jamais pensé à aller en politique et les gens ne veulent pas voter pour Magat éventuellement? On pose souvent la question, mais vous savez, ne jamais dire jamais, donc je dirais jamais, mais je suis vraiment attachée à ma liberté. Donc, à moins que je trouve un moyen de faire de la politique selon mes convictions à moi, donc c'est-à-dire où je ne me transforme pas en la plupart des politiciens que je vois autour de moi, si je n'ai pas l'impression que je peux le faire selon certaines conditions, je ne pense pas que je m'y aventurerai. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui, mais comme on sait tous, tout peut changer à tout moment. Donc, merci Magat. Bravo, merci. Donc, comme